Bienvenue sur ces podcasts où l'on parle de chiens et de métal, c'est classe, animé par Mr. Wine sans faille, avec ses invités, il déchaîne les mailles. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de FC Podcast avec un nouveau format. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour beaucoup de passionnés d'animaux, l'éducation canine et l'élevage. Que vous ayez un chiot à la maison, un chien adulte à éduquer ou que vous soyez intéressé par les Malinois, cet épisode est fait pour vous. J'ai le plaisir d'accueillir Hervé Gilbert, éducateur canin expérimenté et éleveur de Malinois. Salut Hervé, merci d'être là. Alors, peux-tu te présenter en quelques mots pour nos auditeurs? Donc, je m'appelle Hervé Gilbert, je suis éducateur canin depuis 2019 à la société Brett Sinopro et éleveur de Malinois depuis mon affix a été créé en 2000, ouais. A été créé en 2000 sous la tanière aux trois chênes, voilà, éleveur de Malinois. Donc je suis un éleveur amateur, hein, je fais qu'une portée, voire deux portées par an, pas plus. D'accord. Et voilà, ça fait 35 ans que je suis maître chien, enfin que j'ai été maître chien encore l'année dernière. J'ai arrêté mon activité d'agent cynophile l'année dernière parce que bon, j'ai des chiens qui sont déjà âgés et je ne voulais pas remettre un chien sur ma carte, remonter un jeune en mordant. Donc, et puis je suppose qu'il y avait la contrainte des VAE et compagnie qui, ouais, tout à fait, ouais. Qui était pénible. Ah oui, le recyclage. Et, ouais, le Maxino et tout ça. Ouais. Ça. Au pire, on pourra en parler un peu plus tard dans l'émission. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Bah, j'ai toujours été plus ou moins dans le chien depuis 88. Depuis 88, j'ai commencé avec des huskies. Bon, pour la petite histoire, je suis tombé gravement malade. Attends, tu peux relever le micro, éviter de taper parce que ça s'entend. Ouais, j'ai eu un cancer et c'est à partir de là que j'ai pris mon premier chien. Et je me suis intéressé de très près au sport canin. Déjà avec des huskies pour commencer. Donc, des courses de cartes et de traîneaux en région parisienne. Donc, j'ai pratiquement fait partie d'un club très rapidement et puis ça m'a permis, j'ai pris ce premier chien parce que ça m'a permis un peu de sortir de chez moi parce que je m'enfermais et avec la maladie, je ne sortais plus de chez moi. Donc, d'accord, donc c'est la maladie qui t'a dirigé vers les animaux, les chiens, quoi. De sortir de cette galère. Donc pour moi, ils m'ont bon, pas dire qu'ils m'ont sauvé la vie, mais bon voilà, ils m'ont bien remonté et puis c'est grâce à eux que je suis encore là aujourd'hui, je pense. D'accord. En partie. Et comment es-tu devenu éleveur de Malinois et depuis combien de temps exactement? Je suis éleveur de Malinois depuis 96. Ah oui, quand même. D'accord. Mais bon, on va dire que la fixe a été créée en 96. J'ai fait quelques portées en 96. Après, il y a eu des problèmes familiaux, donc j'ai dû repartir sur Rennes. Donc j'avais toujours les chiens, mais bon, j'avais pas la possibilité de refaire de l'élevage. Donc la fixe est restée de côté un petit moment. Et puis, de toute façon, j'étais agent cynophile, donc je bossais tout le temps avec mes chiens, quoi. D'accord. Ouais. Et en quoi ton expérience en éducation canine t'aide-t-elle dans ton élevage au quotidien? Dans mon élevage, déjà, j'offre l'éducation canine de tous les chiots qui sortent de chez moi. Ouais. Donc la première année, j'offre la première année d'éducation. C'est pas mal ça. Pour moi, pour un Malinois, c'est indispensable qu'il soit éduqué, qu'il soit encadré. Beaucoup trop de problèmes de morsures, de chiens ingérables qui finissent en refuge. Donc pour moi, il est hors de question que mes chiens finissent en refuge ou euthanasiés. Donc j'offre l'éducation de mes chiots. Donc déjà c'est le principal raison l'éducation est utile dans mon élevage. D'accord. Et quelle est ta philosophie en matière d'éducation canine et élevage? Ma philosophie, c'est-à-dire? Tu interprètes comme tu veux. J'interprète. Et voilà. Ma philosophie, écoute, moi je suis encore, je suis pas tout jeune. Je suis pas tout jeune. Bon. 25 ans, arrête. Hein? T'as 25 ans, arrête. On va tripler, on va pas tripler, peut-être pas, mais on va doubler déjà. On va déjà doubler sûr. Voilà. Écoute, je m'informe de toutes les méthodes d'éducation qui puissent exister, hein, mais
je reste sur les méthodes traditionnelles. Ouais. En grosse partie, je reste sur les méthodes traditionnelles, mais ça fait pas moins tortionnaire comme certains peuvent dire. Voilà. Ah, il y en a qui disent ça sur toi? Hein? Il y en a qui disent ça sur toi? Ah oui, bah, de toute façon, tous ceux qui restent sur traditionnels, tous les anciens comme nous, on s'en prend plein la tête sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça, c'est, et pourtant, on est à la pointe de ce qui se fait, parce que bon, moi, j'utilise beaucoup l'objet de motivation. Très peu la friandise, parce que bon, je trouve qu'on n'interagit pas avec le chien quand on utilise la friandise, on ne fait que l'acheter. Et Ouais. bon, on achète le chien quand on n'a pas le choix. Par exemple, moi, si je demande un coucher, si j'arrive pas à l'obtenir avec l'objet, ou si j'arrive pas à l'obtenir en amenant la main vers le sol pour coucher le chien, j'utilise la friandise. Mais ma première idée, de toute façon, c'est l'objet, c'est l'interaction avec le maître. D'accord, ouais. Et quels sont les premiers apprentissages à mettre en place quand on adopte un chiot? Les premières, bah déjà c'est le maintenir, lui apprendre le assis pas bouger, le stabiliser, Les bases, quoi. voilà, il faut pas monter un chiot en excitation, parce que sinon ça va, surtout un malinois de toute façon, mais certaines races comme le berger australien, le border collie, le malinois, des chiens hyper nerveux, donc déjà si on les monte en excitation, ça devient ingérable. Donc déjà, il faut qu'il apprenne à son chiot à se poser. C'est le plus important. Et y a-t-il des races qui demandent une approche éducative différente? Non, pour moi, pas une race. Un chien, chaque chien a une approche différente, quoi. Tout à fait. Faut d'abord voir le chien, voir ce qui l'intéresse, l'intéresser à l'objet, l'intéresser à la friandise. La parole, il y a beaucoup de choses qui peuvent motiver le chien. Il faut trouver ce qui marche le mieux avec le chien. Et pour toi, il n'y a pas de race plus difficile à éduquer qu'une autre, quoi? Il y a pas de race plus difficile. Par contre, tu n'obtiendras pas les résultats que tu as avec un malinois, avec un chien de chasse. Voilà, il y a des chiens qui sont faits pour travailler et qui qui vont très vite à comprendre, quoi. T'as d'autres races, c'est un peu plus long. Oui. Mais marche au pied, assis, couché, debout, voilà, c'est des exercices que n'importe quel chien peut faire. D'accord. Marche au pied, c'est pareil. Le rappel, c'est pareil. Le rappel, même un chien de chasse peut faire du rappel, hein, même un husky, hein, mais voilà, le principal, c'est de motiver le chien sur le maître. Si on arrive à intéresser le chien au maître, il faut que l'intérêt du maître soit plus important que l'environnement extérieur pour le chien. D'accord. À partir du moment où l'intérêt du maître est important pour le chien, on a tout gagné. D'accord. Et pour toi, peut-on vraiment éduquer un chien sans récompense? Non. Il y a soit après, moi, ce que je parle de récompense, ça peut être la parole, ça peut être le stimuli verbal. Oui, bien sûr, je parle pas spécialement de friandise, hein, loin de là. Toujours encourager son chien. Toujours encourager son chien. Plus tu vas l'encourager, plus tu vas lui parler et plus il va te fixer. Et plus il va ignorer son environnement. Oui. Voilà. Et quelle est ton opinion sur le renforcement négatif en éducation canine? Je l'utilise. Ouais. Pour moi, ça reste le renforcement négatif, c'est du traditionnel. Hein, c'est supprimer un effet indésirable chez le chien, sans utiliser forcément de stimuli positifs. Sur une marche au pied, j'utilise pas de stimuli positifs. D'accord. Pour moi, c'est que la tenue de laisse. D'accord. Et anticiper les réactions du chien. Ouais. Et comment gérer un chien qui refuse d'écouter en extérieur? Tu t'y prends comment, quoi? Bah, c'est toujours pareil, c'est l'intérêt du maître. C'est intéresser le chien à son maître, et puis je te dis, plus tu vas intéresser le chien à son maître, et plus il va être réceptif. D'accord. Et quels sont les signes qui montrent qu'un chien est stressé ou mal à l'aise? Alors, bâillement, léchage de babine, s'ébrouer, détourner la tête, voilà, il y a beaucoup de signes, le port de queue, voilà, il y a énormément de signes qui peuvent dire que le chien est mal à l'aise. Et souvent on me dit, mon chien grogne, voilà, et le grognement vient, il y a déjà des signes bien avant le grognement et avant la morsure, et il faut savoir les interpréter. Et pour ça, il faut connaître son chien, parce qu'ils vont pas tous utiliser les mêmes signaux. C'est sûr. Et comment travailler la socialisation d'un chiot correctement?
il faut le sortir en extérieur le plus possible, qu'il voit le plus de gens possible, les voitures, les vélos. Faut faire beaucoup de villes. Oui, c'est primordial. Pas hésiter à ce que son chien soit comment dire, les gens qui veulent caresser le chien, c'est tant que ça reste dans le calme, caresser sans excitation. Faut pas hésiter, quoi. Faut pas hésiter que le chien soit en contact au maximum avec l'humain. D'accord. Et comment éduquer un chien pour qu'il puisse rester seul sans angoisse? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que leur chien ne supporte pas d'être seul ou. C'est une question d'habitude, ça. Et déjà, il faut commencer tout jeune, parce que souvent, quand ça arrive, ça, c'est que les gens, soit ils sont en arrêt maladie longue durée, soit ils sont en maternité, ils sont 9 mois avec le chien, et puis au bout de 9 mois, ils reprennent le travail. Tout à fait. Et le chien n'est pas habitué. Donc, il faut commencer tout jeune. C'est des petits quarts d'heure, des petites demi-heures. Passer à 1 heure, après on essaye un peu plus longtemps, et puis c'est sûr qu'au début il va pleurer, mais avec le temps il va s'y habituer, quoi. Et si par exemple le cas que tu as cité à quelqu'un qui est, allez, on va dire en longue maladie pendant quelque temps, qui a un chien à ce moment-là, et au bout de 2 ans il reprend et le chien a jamais été seul durant 2 ans, qu'est-ce qu'il faut que cette personne fasse pour que le chien, je suppose que avec les 2 ans du chien, c'est plus dur que s'il avait été chaud, forcément. C'est plus dur, mais c'est pareil. Il faut habituer le chien progressivement, petit à petit. Oui. As-tu des conseils pour apprendre à un chien à bien se comporter en voiture? Moi, pour moi, le chien, c'est principalement en caisse, c'est beaucoup plus à l'aise qu'en libre dans la voiture. De toute façon, c'est obligatoire ou attaché. Mais attaché, pour moi, le chien n'est pas à l'aise. Donc, je préfère les mettre en caisse. Ouais. Et ils voient pas l'extérieur. C'est vrai qu'il y a des chiens qui aboient sur les vélos, sur les voitures quand ils passent. C'est pareil, c'est une question d'habitude, hein. Au bout d'un moment, le chien il s'habitue et puis il se calme, mais bon, il est plus posé en caisse qu'en libre dans la voiture. D'accord. Et puis en plus, il voit moins l'extérieur. Oui. Puis ça le rassure d'être dans un. Il est plus à l'aise. Ça le rassure. Il y a pas les bruits, il y a pas surtout il y a pas de vision extérieure, donc il est pas stressé. Oui. Et y a-t-il des erreurs éducatives qui peuvent mener à des comportements dangereux? La brutalité. Forcément. La brutalité. Mais l'excitation. Surtout, moi, je pars du principe que tout doit être fait dans le calme, même le jeu doit être fait dans le calme. Ouais. Balancer la balle à son chien en permanence comme ça, revenir sans qu'il y ait de assis, pas bouger, on lance, va chercher. Il faut toujours qu'il y ait un exercice pour avoir la récompense. D'accord. Je joue jamais en excitation avec le chien. Jamais. D'accord. C'est toujours dans le travail, c'est toujours en éducation. Et le chien, plus on va lui apprendre à réfléchir, plus il va se poser, quoi. Et si on est trop dans l'excitation, le chien, il devient ingérable. Comment corriger un chien qui grogne ou montre des signes d'agressivité? Déjà, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, le grognement et les signes d'agressivité viennent après les signaux d'apaisement. Que la plupart des gens n'arrivent pas à interpréter. La plupart des gens n'arrivent pas à interpréter. Et les accidents se passent comme ça. C'est pas l'agressivité, c'est parce que les gens n'ont pas réussi à comprendre le mal-être du chien. Et à partir du moment où le chien il a 2-3 signaux, au bout du 4e, voilà, c'est la morsure, c'est le grognement. Bon, si c'est que le grognement, ça va. Ouais. Bon. Et quand il y a un accident dans une famille, tout de suite le chien est incriminé, c'est. Oui, mais bon, ça c'est toujours le cas, de toute façon. Ce sera toujours le cas. Ah oui, c'est clair. Mais bon, oui, si les gens avaient bien fait attention. Ouais, après c'est pareil, il faut trouver les bonnes personnes qui leur expliquent comment interpréter tout ça, comment interpréter tout ça, et comment réagir surtout. Parce que bon, il y en a beaucoup, ils vont te dire que voilà, ça c'est un signe de mal-être, ça aussi, mais on gère comment? On fait quoi? Oui. On laisse tomber, on détourne la tête, ou on essaye de trouver un moyen de déstresser le chien, de le motiver. Souvent j'ai des chiens qui bâillent ou qui se secouent. Ce que je fais, je passe à autre chose et je reviens sur ça, sur l'exercice après, quoi. Faut pas brusquer le chien, quoi. Ouais. Souvent le chien, il fait comprendre qu'il a pas envie. Bon, que soit
on essaye de continuer, vraiment essayer dans la douceur de l'amener à faire l'exercice, soit on passe à autre chose et on revient sur l'exercice après, quoi. Et pour toi, quelle est la meilleure méthode pour apprendre le rappel à un chien têtu? Le chien, c'est jamais têtu. Ah bon? Ah, le chien n'est jamais têtu. Il ne comprend pas forcément ce que tu lui dis. C'est surtout de l'incompréhension. D'accord. Le rappel, de toute façon, la base, c'est l'intérêt du maître. Ouais. La base, c'est l'intérêt du maître. Si tu motives ton chien à revenir vers toi, il reviendra. Donc, il y en a qui font la friandise, il y en a qui font avec le jeu, il y en a qui font même la caresse. Les chiens il y a des chiens qui aiment la caresse et puis ils reviennent vers leur maître juste pour avoir la caresse. Oui. Mais voilà, il faut trouver le bon truc pour que le chien revienne. Et il faut que le maître soit plus important que l'environnement extérieur. Parce que s'il revient pas, c'est qu'il a trouvé une odeur, il a trouvé un truc qui l'intéressait plus que le maître. Oui. Et voilà, le but, c'est de trouver quelque chose qui intéresse le chien et qui reviendra systématiquement. Et pour toi, il n'y a pas de chien têtu? Non. Ah d'accord. Non. Bah, c'est bon à savoir. Non, après c'est une incompréhension des ordres qu'on peut lui donner. Après, comme je dis souvent, parce que souvent avec mes clients, ils rappellent au pied, c'est soit viens là, soit viens ici, soit au pied. J'ai dit c'est un seul ordre, c'est pas 50, c'est au pied ou c'est viens là si tu veux, mais toujours le même, oui, voilà, le même ouais. dialogue. De toute façon, il faut avoir un dialogue précis avec son chien. Il faut avoir un dialogue précis. Oui, c'est clair. Voilà, tout ça, c'est méthodique. Hein. Il faut travailler avec méthode. Et puis les gens, il faut c'est comme un gamin. Il y a des devoirs à faire à la maison. Il n'y a pas que les cours d'éducation. C'est à la maison, c'est du travail. Pas tous les jours, mais voilà, régulièrement. Ouais. Et comment éviter que son chien devienne trop protecteur ou possessif? C'est pareil, il faut pas le prendre pour un nounours, pour un bébé, ça reste un chien. Ouais. Ça reste un chien. Et puis si on lui garde sa place, de chien et qu'il est pas trop chouchouté, qu'on lui après on peut lui accorder le canapé, hein, c'est pas un souci à partir du moment. Ah toi tu pas rédhibitoire là-dessus quoi par rapport au canapé. Non, mais à condition que si moi je demande de descendre, ils descendent. D'accord. C'est moi qui leur dis qu'ils peuvent venir. Oui, ok. Oui, d'accord, je comprends. Ouais. C'est tout est pas dire que tout est mécanisé chez moi, mais voilà, ils ont chacun leur place et puis si je leur dis qu'ils peuvent venir, ils viennent quoi. D'accord. Ouais. Et pourquoi certains chiens tirent-ils toujours en laisse malgré l'entraînement? J'ai entendu ça par plusieurs personnes différentes. Parce que les maîtres ne savent pas tenir une laisse. Tout simplement, on leur a mal appris à tenir une laisse. Et mais même en éducation, souvent le chien il est toujours. J'ai remarqué qu'avec mes clients, le chien il est toujours au moins 20 cm devant tout le temps. Et moi, quand je prends la laisse, le chien est tout de suite au pied. Ouais. J'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit, il est tout de suite au pied. Et je sais pas. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Mais c'est un problème de tenue de laisse, hein, mais je pense qu'ils anticipent pas assez le départ du chien. Quoi. Ouais. C'est quand de toute façon, il faut connaître son chien. Les erreurs, quand on les connaît, il faut les anticiper. Oui. Il faut les anticiper. On anticipe toujours une erreur. Une fois qu'elle est faite, il est trop tard. Si la laisse est tendue, il est déjà trop tard. Ouais. Donc il faut réagir avant. Et comment gérer un chien qui a peur des inconnus ou d'autres chiens? Déjà, s'il a peur des autres chiens, c'est que la socialisation n'a pas été faite étant petit, quoi. N'a pas été faite, et puis il faut travailler en collectif, il faut travailler avec l'humain, après si c'est un chiot, ça va tout seul. Par contre, si c'est un chien adulte, c'est déjà c'est plus long et plus compliqué, puis c'est plus contraignant parce qu'il faut que tu mettes la muselière au départ, il faut que un chiot, j'en ai plein qui ont peur, pas d'agressivité, mais qui ont peur, qui avaient peur d'humains, surtout certaines races qui sont assez sensibles, comme le berger australien est très sensible. Ah ouais? Et, souvent j'ai des jeunes chiens qui ont, mais ça dure pas longtemps, quoi. C'est en 15 jours, 3 semaines, c'est réglé, quoi. D'accord. Et à faire du collectif, même avec les autres chiens, c'est compliqué. C'est compliqué. L'Australien est assez sensible. Ah ouais? Et t'as eu beaucoup de cas de chiens agressifs et tout ça? Pas spécialement qui viennent de chez toi, hein, je parle en général. Moi, j'en récupère des chiens réactifs, des chiens qui ont mordu et qui étaient proches de l'euthanasie. J'en ai 3 à la maison. Ah, donc t'as réussi à en réhabiliter plusieurs, quoi. De temps en temps, là, j'ai un berger allemand. Hein.
Là, j'ai un berger allemand en ce moment qui est assez compliqué. Ah ouais? Mais ça fait que 15 jours qu'il vient chez moi. Et pas avec l'humain, avec les congénères. Ah d'accord. C'est une catastrophe. Mâle et femelle ou juste les mâles? Mâle, femelle, tout, les chiots, Ah ouais. tout y passe. Ah ouais. Ah ouais, il est impossible ce chien. Il a quel âge? Il a 4 ans. 4 ans. 4 ans, son maître, malheureusement, il l'a eu pendant le Covid. À la suite de quoi, il a eu un grave accident, il s'est fait poser des prothèses, donc le chien, il est pratiquement jamais sorti de sa vie. Ah ouais. Donc, il est resté sur le terrain et il connaît personne. Mais il est adorable avec les gens. Ouais. Avec les gens, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'avec les chiens, c'est... À rigueur, vaut mieux un chien agressif envers les autres chiens plutôt qu'avec les gens, quoi. Là, et en plus, son maître, physiquement, il est pas très... il est pas apte à tenir le chien, donc c'est compliqué. Ah ouais, là, c'est très compliqué, du coup. Ouais. Donc là, on bosse avec ma chienne. On bosse avec ma chienne pour essayer de le sociabiliser un peu, mais pas facile. Ah, il y a du taf, quoi. Ouais, c'est pas facile. Et pour toi, quelles sont les meilleures techniques pour calmer un chien hyperactif? Les meilleures techniques, j'ai dit, apprendre à se poser, assis, pas bouger, coucher, des petits exercices où le chien... Parce que si je prends mon cas, j'ai une chienne hyperactive et ouais, c'est galère. Ah ouais? Un bull terrier, ouais. Ah ouais, d'accord. Alors, ouais, par moment, on est même obligé de lui donner des calmants exprès pour chien parce que... avec des petits exercices où tu vas apprendre à se poser, assis, coucher, pas bouger, t'éloigner, revenir, faire le tour. Voilà, essayer de la poser au maximum, tu récompenses une fois qu'elle a bien fait, et puis... Ah mais dehors, ça va, on lui fait les exercices, y a pas de souci, c'est dès qu'elle rentre à la maison, elle est intenable. Ah bon, c'est à la maison qu'elle Ah ouais, non mais c'est... Ouais. D'accord. On me fait péter un plomb. C'est moi qui l'ai voulu au départ. À la base, je préfère les chiens posés. Ouais. Je jouais quand même à bull terrier. J'entendais, ouais, c'est hyper actif. Oh, mais non, ça va le faire. Ouais, c'est comme un peu et j'ai du mal. C'est pareil. Hein? Le staff, c'est pareil. Hein. Ah non, franchement, j'ai été éleveur amateur de staff. Franchement, mes staff, j'ai jamais rien eu à dire à ce niveau-là. C'est nerveux quand même. C'est nerveux. Ici, non, franchement, ceux que j'avais, et pourtant j'en avais 7. Ils vivaient tous dans la maison. Et non, bah franchement les 7 me faisaient moins péter les câbles qu'un câble que elle toute seule quoi. Donc pourquoi tu choisis d'élever des malinois en particulier, tiens? Bon, ça c'est dû à mon métier de maître chien depuis 90. Pourquoi les malinois? Parce que bon c'était un des chiens à l'époque qui marchait le mieux pour le travail, tout simplement. Et puis après, bon, je me suis intéressé à la race et puis j'en ai fait un élevage, quoi. Et en tant qu'agent sino, t'as toujours bossé avec du malinois ou t'as bossé avec d'autres races aussi? J'ai eu un berger allemand. Ouais. J'ai eu un berger allemand. J'ai eu un Doberman. Ça c'est le tout premier, c'était un Doberman. Après j'ai eu deux malinois, berger allemand, et après j'ai eu que du malinois. Et ton avis sur le berger allemand, du moins celui que t'avais pour travailler? C'est un chien qui travaille super bien, mais beaucoup plus long à travailler qu'un malinois. C'était une lignée de travail ou de beauté? Lignée de travail pourtant. Ouais. Et comment choisis-tu les reproducteurs dans ton élevage? Par rapport au l'offre, quoi. Je regarde au papier, ouais, avant tout. Pas de consanguinité, bon, chez des éleveurs, moi j'ai déjà 3 reproducteurs à la maison, donc j'utilise principalement mes chiens avant tout, et sinon je prends à l'extérieur, quoi, en fonction des papiers. Mais justement, une question que j'avais pas écrite, ton avis sur la consanguinité en élevage? Bon, il n'y en a pas tant que ça. Non, ton avis, est-ce que t'es pour ou tu es complètement contre? Ah, je suis contre. Après, bon, ça dépend le degré. Ça dépend le degré. Voilà, père-fille, non, bien sûr que non. Non, père-fille, non. Oui, non. Même frère et sœur, non. Ouais. Non. Pourtant, enfin, d'après beaucoup, et même moi, je parle pas sur les stages, je l'ai pas fait, mais sur l'American Bully, je l'ai fait. Ça fixe les types et bon, après ça peut créer des tares et des problèmes. Ça, de même portée ou portée différente demi-frère, demi-sœur. D'accord, ok. Et je crois que non, c'est le plus proche que j'ai fait, demi-frère, demi-sœur. J'ai pas fait j'ai pas fait père-fille ou quoi que ce soit. D'accord. Mais ouais, c'est quand même pas mal utilisé en élevage.
Enfin, pas mal. Il y en a quand même beaucoup, quoi. Tu prends un lof, je parle pas de malinois, mais des fois, tu vois, tiens, le même chien revient plusieurs fois sur le pédigré, donc... Mais bon, c'est plus dans les arrières. Oui, en général, oui, ça remonte à plus loin, ouais. Et quels sont les critères à vérifier avant d'adopter un malinois? Les critères à vérifier sur le maître ou l'ensemble. Ouais. L'ensemble, tu parles de ce que tu veux, il y a pas de problème. Déjà, faut que le chien soit adapté au maître déjà. Si c'est un chien hyper nerveux et puis le maître est hyper nerveux, ça va être l'explosion. Essayer de trouver une personne posée pour un chien nerveux et l'inverse pour un chien qui est plus doux avec une personne un peu plus qui va le motiver un peu plus, quoi. Ouais. Et tu préconises à un futur acquéreur de chiens de faire de se rendre plusieurs fois dans l'élevage pour J'ai une pratique assez particulière aussi, c'est que durant tous les 2 mois qui sont à la maison, les gens viennent quand ils veulent interagir avec les chiens. D'accord, ça c'est bien. Ils viennent dans le parc à chiots et ils peuvent rester. J'en ai un, il vient pratiquement tous les week-ends. Ah ouais. Il peut rester 1 heure ou 2 dans le parc à chiots avec les chiens. Déjà, ça sociabilise mes chiens, les avoir du monde. Et puis eux, ils sont contents, ils s'amusent avec le chien. Et puis, puis moi, ça me permet de les connaître aussi, de voir comment ils sont avec le chien, quoi. Je suppose que vu la façon dont t'en parles, t'es super sélectif sur tes futurs clients. Ouais, tout à fait. J'en ai refusé. Beaucoup? Non, j'ai dû refuser 2. Et qu'est-ce qui a fait justement que tu les as refusés, ces personnes-là? C'est pas, en fait, je refuse pas. Disons que. Enfin, tu les ressentais pas pour. Et je leur dis que c'est pas un chien pour eux, quoi. Que je les conseille de prendre, quoi. Après, bon, pourquoi, c'est peut-être, ça va dépendre du mode de vie, ça va dépendre de beaucoup de choses, quoi. Si c'est une personne qui travaillent tous les deux et qui sont partis du matin au soir. Faut penser au bien-être du chien avant tout, quoi. C'est compliqué. Après, l'appartement, ça me dérange pas du tout. Ouais, voilà. À partir du moment où le maître est capable d'interagir avec son chien régulièrement, voilà. Bon, après, je me dis, les gens travaillent, hein, c'est normal aussi. Mais essayer de voir si vraiment ils ont la capacité de s'en occuper correctement. Je sais pas si tu penses comme moi là-dessus, mais pour moi, il y a des chiens en appartement qui sont bien plus heureux que des chiens en maison. Tout à fait, parce que les gens ils sont obligés de le sortir. Voilà. Voilà, ils choisissent la facilité, ils ouvrent la baie vitrée, le chien va pisser, il lui laisse une balle, démerde-toi, je joue tout seul avec. Alors que voilà, quand c'est en appart, ne serait-ce que pour les besoins, il n'y a pas le choix, faut le sortir. Donc, mon ami là, Patrice Lebrun, qui est éducateur canin aussi, lui, il est en appart et franchement, je garantis que son chien, son berger allemand de travail, il est plus heureux que la plupart des chiens. Il fait 2-3 sorties par jour, c'est des 1h15, 1h30 à chaque fois et exercice à chaque fois. Donc, il est stimulé en permanence son chien. Donc, et quand je vois des chiens en maison, pour moi, les 3/4 sont pas heureux, quoi. Ouais, si, ils sortent. Tu vois, j'en ai 7 à la maison. Tu prends la plupart des élevages, leurs chiens, ils sortent jamais. Non, après, oui, la plupart des élevages, c'est ça, quoi. Oui, ils sortent. Mes chiens, j'en ai 7 à la maison, et chacun leur tour, ils sortent à l'extérieur. Ils s'entendent tous bien, ou t'en as qui... Ah non, tous ceux que j'ai récupérés qui étaient, en fait, quand je suis là, ça va, je peux les laisser ensemble. Je ne les mets pas tous ensemble parce que s'il y a un problème, ce sera pas gérable. Oui. Mais 2-3 ensemble, si je suis là, ça va. Par contre, je prendrai pas le risque de les laisser tous les 3 sur le terrain et puis de pas les surveiller. Parce que bon, ils sont quand même du gros caractère et même s'ils sont éduqués, ils sont plus comme ils étaient avant. Il y a toujours une part de risque. Il y a toujours, rien n'est sûr avec un chien. Rien n'est sûr. Tout à fait. Rien n'est sûr. Tu peux avoir un chien super sympa et puis du jour au lendemain, il va mordre, tu sais pas pourquoi. Justement, t'interprètes ça comment quand... Déjà, il faut voir le cas, quoi. Faut voir le cas, faut être sur place pour voir. Faut être sur place, comme la petite gamine qui s'est fait tuer. Il y a plusieurs mois de ça. Oh, ça fait 1 mois ou 2, pas plus. Combien? 1 mois ou 2. J'ai pas entendu parler de cette affaire. Ministère. Ah non, c'était... C'est à côté de chez moi, c'est pas loin de chez moi.
Le gars, il avait trois malinois, je crois. 2 ou 3 malinois. Et je crois qu'on m'a dit qu'il était maître chien et il était dans le fauteuil avec sa gamine. Et le chien, il a sauté sur la gamine, il l'a bouffé. Ah ouais. Il l'a tué. Il a tué la gamine. Bon, après, même si j'ai été agent cynophile pendant plus de 20 ans, j'ai pas une très bonne opinion des agents cynophiles en général. Ouais, après, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, tu peux pas, enfin, sans être sur place. Oui, non, mais bon, je suppose que t'as dû en voir aussi des agents cyno et, ouais. Mais bon, voilà. Ils maltraitaient plus leurs chiens qu'autre chose. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Et pourtant, c'est le numéro 1 mondial, Securitas, il y en avait pas mal des comme ça, donc. Ouais, il y en a beaucoup. C'est ça. Et pour toi, est-ce que le Malinois est une race adaptée à un premier chien ou c'est trop compliqué pour un néophyte? J'ai pas vraiment d'a priori là-dessus, mais moi personnellement, après avec j'offre l'éducation, donc voilà. Oui, donc différent. Déjà c'est moi personnellement ça me dérangerait pas. Mais c'est vrai que si se font pas accompagner, c'est compliqué. Faut vraiment leur dire qu'ils se fassent accompagner. Qu'ils se fassent accompagner par un... Je sais bien que les éducateurs, ils sont hors de prix, mais il faut absolument se faire accompagner avec un malinois. Ça, c'est primordial. Ou avoir des connaissances, parce que bon, il y en a quand même des connaissances. Tandis qu'un berger allemand, ça correspond très bien à un néophyte, c'est son premier chien. Ce sera plus malléable et, voilà. Et pour toi, quels sont les besoins spécifiques du malinois en termes d'éducation et d'activité? Les besoins spécifiques? Ouais. Les activités, ça peut être n'importe quelle activité, ils sont capables de tout faire. Donc, mais il faut essayer de varier, quoi. Moi, je fais un peu de pistage. Je fais après des exercices d'éducation régulièrement, du pistage. L'agility, j'en fais pas, mais pourquoi pas, c'est pas mal aussi. Mais bon, voilà, plus tu vas motiver le chien, plus tu vas interagir avec lui, plus il sera bien dans sa tête, quoi. Quoi que tu fasses, hein. Tu peux faire du mordant. Bon, moi, j'en fais plus depuis longtemps, mais tu peux faire du ring. C'est un sport, la ring. C'est un sport. Ou même du RCI. Voilà, ou du RCI, ou du campagne. Voilà, mais voilà, s'il faut essayer de stimuler le chien au maximum. Et bon, après, le sortir et puis interagir avec lui à l'extérieur, en faisant des petits exercices basiques, courir, voilà, c'est suffisant. Mais de toute façon, il faut se dire une chose, le malinois a besoin de travail mental. Plus tu vas le travailler mentalement, et mieux il sera dans sa tête. Ouais. Il n'y a pas que le physique, il y a aussi le mental. Voilà, c'est beaucoup plus le mental, un malinois. Beaucoup plus le mental. Le physique, oui, tu peux courir, tu peux des balades, des exercices, mais pas forcément. Pour toi, pour que le malinois soit bien dans sa tête, il a besoin on va parler en heures ou en minutes, de combien d'activités vraiment physiques par jour? En moyenne, hein, après c'est différent d'un cas à l'autre, mais... Pour moi, ça va. Après, quand tu parles d'activité physique, c'est des sorties, tu veux dire? Sorties, courir, faire des sauts, enfin voilà, différents trucs, quoi. Je dirais au moins 2-3 heures par jour. Ouais. Au moins 2-3 heures. Mais tu peux sortir 2-3 heures et puis que le chien il soit toujours aussi con quand il rentre à la maison. Hein. Parce que quand je dis sortir, c'est pas le faire courir c'est essayer de le motiver, de travailler, qu'il soit content d'être dehors avec son maître et qui se fatigue là-dedans au niveau mental. Ouais. Parce qu'au niveau physique, à Malinois, tu vas pas l'épuiser comme ça. Non, c'est clair. Non, il faut le travailler mentalement, il faut donner plaisir au chien à sortir, et renifler. Même le pistage, hein, c'est très bon pour le chien. Ouais. C'est très bon, l'odorat, tout ça, c'est très bon pour le chien. D'accord. Et y a-t-il des idées reçues sur le malinois que tu aimerais déconstruire? Les idées reçues, c'est pas des idées reçues, il y a tellement de problèmes avec le malinois que les gens en ont fait un bouc émissaire. Mais bon, après, moi j'ai à dire que c'est pas le malinois, c'est le maître qui éduque mal son chien. On est bien d'accord. Simplement. Des idées reçues, oui, c'est un chien, un malinois, c'est pas agressif, c'est que toute race n'est pas agressive. Toute race n'est pas agressive à condition qu'on l'éduque correctement, quoi. Je vais rebondir là-dessus. Que penses-tu de la loi du 6 janvier 99 concernant les chiens dits dangereux? Ah, tu veux dire les chiens de première catégorie, deuxième catégorie? Voilà. C'est ridicule. Ah, on est d'accord. C'est ridicule parce que j'ai travaillé avec du Rottweiler et j'ai eu des Rottweiler en éducation. C'est adorable comme chien. C'est adorable. Ouais. Le staff, c'est pareil. Hein, j'ai des staffs en ce moment. Oui, clairement. C'est des chiens adorables.
C'est des chiens adorables. De toute façon, c'est une loi qui a été faite par des gens qui ne connaissaient rien aux chiens, donc. Après, il y a eu d'autres races avant. Hein. Le berger allemand. Il y a eu le berger allemand. Il y a eu le Doberman. Voilà. Donc non, c'est facile. Dès qu'il y a un problème, de toute façon, c'est tout le temps la faute du chien. Ça sera tout le temps la faute du chien. Oui. Et la fameuse rumeur sur les Doberman, même d'un éleveur de Doberman, ça m'a fait rire, que quand ils vieillissaient, leur boîte crânienne rétrécissait, et du coup, c'était trop petit pour le cerveau, donc ils pétaient tous un câble. D'accord. Et enfin, c'est une collègue qui m'a dit ça, ouais, mon frère, il est éleveur de Doberman. Je suis, oh putain, j'irai jamais acheter un Doberman chez un mec qui tient des propos comme ça. Ouais. Que penses-tu de la médiatisation du Malinois comme chien policier et de l'effet de mode autour de cette race? Vous voyez, il y a eu un grand effet de mode, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de problèmes avec le Malinois. C'est déjà. Bon, après, je suis très critique déjà. Et je suis très critique envers les éleveurs déjà parce que on a voulu faire des chiens de plus en plus performants, de plus en plus compétiteurs, de plus en plus pas mordeurs parce que pour moi c'est pas un terme que j'utilise. Mais à côté de ça, on va les refiler à des particuliers qui connaissent pas du tout la race. Ouais. Et pour un éleveur, je trouve ça lamentable. Et j'ai l'impression qu'ils vendent des frigos, quoi. Hein, pour moi, il y a un service après-vente, quoi. Tu vois, je vends un Malinois et j'offre l'éducation pendant un an, jusqu'au un an du chien. Si tous les éleveurs pensaient comme toi, il y aurait nettement moins de problèmes dans n'importe quelle race. Et il y en a un qui est à côté de chez moi qui fait du berger allemand. Ouais. Et c'est pareil, il m'a demandé pour s'associer avec moi. Tous les chiots qui sortent de chez lui, ils viennent éduquer chez moi. D'accord. Et moi, il me reverse une partie de. Oui. Voilà, mais ça devrait être fait, ça. Moi, je trouve que surtout certaines races, ça devrait être fait. Même quitte à monter le tarif. Hein, bon, déjà les chiens sont déjà assez chers. Maintenant, de toute façon, pour avoir un chien, faut pratiquement être, faut pas être smicard. C'est pratiquement un chien. Ouais. Donc, bon, je trouve ça lamentable. Mais bon, après chacun voit midi à sa porte. Mais après, moi je parle comme ça parce que bon, comme je continue mes activités salariées, je suis plus passionné qu'un professionnel. Je suis professionnel, mais disons que c'est pas mon revenu principal. Enfin, c'est pas pour l'instant. C'est un complément. Voilà, c'est un complément de salaire et voilà, je fais ça par passion. Et donc, t'as déjà répondu, mais bon, je te la repose quand même. As-tu déjà dû refuser de vendre un chiot à quelqu'un qui ne semblait pas apte à l'éduquer correctement? Oui, ça m'est déjà arrivé deux fois. Et les gens l'ont pris comment? Par la façon où tu leur expliques, je leur dis voilà, qu'ils sont pas adaptés pour le chien. Ouais. Quitte à leur faire un peu. Ouais, t'as été diplomate, t'as pas dit. Ouais, voilà, c'est. Mais tu vois après les gens, si c'est des gens faibles, sensibles. Qui n'ont pas de caractère et que je sens qu'ils vont se laisser déborder par le chien. Ouais. Et pour toi, est-ce qu'un Malinois bien éduqué peut vraiment être un bon chien de famille ou ça doit rester dans le cadre, soit la sécurité ou... Oh non, c'est un bon chien de famille. C'est un bon chien de famille à condition qu'il y ait toujours la même chose, qu'il soit éduqué correctement. C'est primordial pour le Malinois de toute façon. Il y a certaines races, tu peux avoir un chien que tu éduques pas, tu n'auras jamais de problème. Mais avec un Malinois, si tu éduques pas, tu vas vite te faire déborder. Et comment un bon éducateur canin peut-il aider à créer une relation harmonieuse entre un chien et son maître? En lui apprenant à interagir avec son chien. Ouais. Là, c'est primordial pour moi. C'est l'interaction avec le maître, c'est très très important pour moi. Des fois, il faut limite plus travailler le maître que le chien, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, il faut apprendre au maître à comprendre son chien déjà, à lire son chien et à interagir avec lui. Ouais. Après, ça va tout seul. Une fois que le chien est intéressé par son maître, il lâche plus. Mais il faut trouver la bonne motivation. Est-ce que tu as déjà eu des échecs parmi tes clients? Pas pour le moment. Non. Ils suivent bien tous, il y en a pas qui lâchent l'affaire au bout d'un moment parce que voilà, ça leur prend trop de temps ou ils se lassent. Ah, j'en ai quelques-uns qui m'appellent, qui viennent une fois de temps en temps, quoi. Tu vois, je marche par forfait, donc ils ont un forfait de 15 cours et il y en a, il
font un cours par-ci, un cours par-là, et tu les vois plus pendant Ça sert à rien, ils ça sert à rien. reviennent au bout d'un an. Ouais. Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé. Mais s'ils voient qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils vont pas au bout de Bah, c'est ça, leur ils vont pas au bout, ouais. Ils vont pas au bout de leur casse. C'est aussi le problème qu'a mon pote. Ouais. On peut se faire plaisir avec un chien. Ah bah, clairement. C'est pas que assis, couché, marche au pied, hein. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre à un chien. Plein de choses. Et est-ce que tu travailles avec des associations de chiens de refuge ou ayant subi des maltraitances? Alors, là aussi, tu vas encore faire des bons. J'offre l'éducation à tout chien adopté. Ah ouais? La première année. D'accord. Ah ouais. Mais ça, c'est mon cadeau de fin d'année, on va dire. Entre novembre et février. Entre novembre et fin février, début mars, ouais. D'accord. Là, je viens d'en avoir un, justement, et j'avais dépassé un peu la date, et je prends quand même. Ouais, bah, t'as vraiment un grand cœur. Ah ouais, mais tu vois, ça, j'ai fait la pub, et en 5 ans, j'en ai eu 2. Ah ouais. Et oui, bah, et les gens, pourtant, je suis allé dans les refuges à côté de chez moi, j'ai mis des flyers. Ah oui, il y a une SPA pas très loin de chez toi, justement. Ouais. J'ai déposé des flyers à Redon, à Rennes. J'ai appelé les associations, j'ai envoyé des messages Facebook. Et pas plus que ça, que 2, la quoi. La personne qui est venue là, récemment, était venue pour éduquer, mais elle savait pas que c'était gratuit pour elle, quoi. Ah ouais. Donc, non, je lui ai dit, voilà, c'est mon cadeau de fin d'année. C'est gratuit pour l'année. C'est gratuit la première année d'adoption. Ah oui, quand même. Ouais. Et que penses-tu de la tendance actuelle des chiens de plus en plus humanisés? Habits, poussettes. Bon, je trouve ça ridicule, mais bon. Ouais, un chien, ça reste un chien, c'est pas une poupée. Ouais. Hein, donc, est-ce que pour toi, ces chiens sont malheureux, ceux qui sont... Bon, je pense... Non, pas forcément malheureux. Non, mais bon... Voilà, c'est... De trop anthropomorphiser un animal, voilà, je vais pas humaniser un chien, c'est pas... Bon, encore, c'est les petits... Et encore, de toute façon, les petits chiens, c'est les plus hargneux, hein, en général. Oui. Donc, puis bon, en général, on met rarement... Enfin, de ce que j'ai vu, on met rarement un un Malinois ou un Doberman, des petites robes, quoi non, que ce soit. Je crois pas que ça le ferait. Non, mais en plus, ouais, c'est bon. Et puis, de toute façon, hargneux, je dis, les petits chiens sont plus hargneux, mais c'est pas le petit chien c'est toujours le maître, le responsable. Oui, bah oui. C'est le chien. J'ai eu des caniches en éducation, j'ai eu des King Charles en éducation, c'est des chiens. Ouais. Voilà, si à partir du moment où tu les considères comme des chiens et pas comme des poupées, ça obéit très bien. Ça obéit très bien aussi. Ouais, bah oui. Et quel conseil donnerais-tu à une personne qui hésite entre adopter un chien et en acheter un chez un éleveur? Alors. Il y en a beaucoup qui se posent cette question, justement. Bah, il faut te dire une chose que, moi, la première chose que je vois, c'est que il faut bien, si tu prends un refuge, il faut vraiment faire attention parce que bon. Au passé du chien. Au passé du chien, on dit pas toujours la vérité non plus en refuge. Hein. C'est vrai. Donc, et puis, si c'est pour qu'ils reviennent ils reviennent au refuge au bout d'un mois parce qu'il est ingérable, voilà, c'est compliqué. Tandis qu'un chiot, tu l'as tout petit, puis si tu l'éduques correctement. C'est ça. C'est vrai que souvent les gens disent je fais une bonne action en prenant un chien dans un refuge. Oui. Mais d'un autre côté, si c'est pour... Si les refuges, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. Déjà. Ouais. Déjà pour commencer. Soit, si c'est un chien qui a perdu ses maîtres... oui, là, c'est différent. Chose. Mais en général, si c'est des abandons, c'est des abandons, c'est qu'il y a un souci. C'est un souci quelque part. Oui, clairement. Sinon, le chien se serait pas retrouvé là, quoi. Et selon toi, quel est l'avenir de l'éducation canine avec toutes les nouvelles méthodes qui apparaissent? On en parlait tout à l'heure en off. Je pense qu'il va falloir mettre les pieds dans le plat et puis essayer de faire professionnaliser tout ça un peu mieux, quoi. Parce que les formations par internet, les formations de 2-3 mois et puis on se prétend psychologue canin, très peu pour moi. Ouais. Très peu pour moi. Tu vois le nombre d'éducateurs qu'il y a maintenant, oui, c'est hallucinant. Il y a encore, moins de 10 ans, il n'y avait pas le quart, quoi. Moi, à mon époque, il y avait les clubs canins. Ouais. Les clubs canins, t'allais en club canin. Et bon, je déconseille aussi les clubs canins. Mais bon.
Ah, vas-y, bah, si justement tu veux argumenter sur ton avis sur les clubs canins. Bah, déjà, moi, je pars du principe que, il vaut mieux éduquer un chien dans des environnements extérieurs que cloisonner dans un parc. Déjà. Et puis, moi, mes cours collectifs, quand je fais des cours collectifs, ils sont gratuits. Ouais. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu as 10 chiens ou 15 chiens, tu peux pas t'occuper de tout le monde. C'est vrai. Tu peux pas t'occuper de tout le monde. Tu peux pas voir les erreurs de chacun. Donc, en club, ils font que ça. C'est que quand tu tournes autour d'un terrain, on te fait faire des petits exercices. Ok, assis, tu marches au pied, tout ça, mais le gars, il n'est pas forcément là à voir tout ce qui se passe autour de lui, quoi. Oui. Et à moins qu'il soit 2-3 à surveiller. Et puis le chien, à part son environnement de travail, il connaît pas l'extérieur. Après, il faut expliquer aux gens. Donc, c'est à eux aussi de sortir le chien et puis de travailler aussi en extérieur. Mais je pense que c'est plus facile pour un maître d'apprendre directement l'extérieur avec un éducateur qui travaille en dehors des terrains, normalement, en dehors des terrains. Et que penses-tu des colliers électriques et colliers étrangleurs avec picot? Ça a quand même été beaucoup utilisé en club canin. Ça a été utilisé en club canin. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir l'utiliser. Et quand j'étais en club aussi, quand j'étais en ring, c'est d'ailleurs en partie pourquoi je suis parti, parce que ça peut, sur des chiens dangereux, ça peut servir. Pas le collier électrique, parce que le collier électrique, c'est juste pour le rappel, des trucs comme ça qu'ils utilisent en ring. Mais pour maîtriser un chien, par exemple, hyper agressif, qui jette sur tout le monde, pas forcément le picot, mais au moins la chaîne, quoi, pour maîtriser le chien. Parce que si ton collier plat, il se barre, t'es pas dans la merde, quoi. Mais voilà, c'est pas des outils que j'utilise et je pense que ça peut s'utiliser dans certains cas, mais par des professionnels, pas par des particuliers. Voilà, sauf que vraiment que ce soit nécessaire avec un chien hyper dangereux, quoi. Et encore, si voilà, enfin le mec s'est vraiment éduqué le chien, il n'y a même pas lieu d'avoir ça à la base. Au départ, si pour le gérer, je peux t'assurer. Si. Si pour le gérer, si. Si, parce que si le chien, il est complètement hystérique, tu leur la laisses avec un collier plat, avec le collier se barre, le chien, tu peux le récupérer. Ouais. Non, tandis qu'avec la chaîne, elle va étrangler le chien, mais voilà, il peut pas l'enlever, quoi. Il peut pas l'enlever. Est-ce que pour toi, un chien qui a un bon niveau en ring est forcément un bon chien de garde ou chien de défense? Un chien qui fait que du ring? Déjà, de toute façon, un chien pour la sécurité, il doit apprendre à frapper en muselière. C'est le principal truc qu'on te demande. Oui. Après, mordre, tu n'auras pratiquement jamais l'occasion de faire mordre. Et puis, vu les droits qu'on a en sécurité, moi, ça m'est déjà arrivé, mais de faire mordre? Ouais, c'est pas de bon fait. J'ai envoyé le chien musée sur un gars qui me fonçait dessus avec une barre de fer. Et le mec, il a attrapé le chien comme ça. Ouais. Le chien s'est débattu, enlevé sa muselière, il a chopé la jambe. Bien fait. J'ai pas eu de problème. T'as pas eu de problème? Non, j'ai pas eu de problème. C'était en quelle année? C'était en 80... Ah oui, donc bien avant les cartes pro, ça aurait été différent si ça avait été après 2010. 98, 99. Ouais. Après 2010. C'était avant les cartes pro. Oui, je pense que t'aurais perdu. Mais après, voilà, j'ai été écouté en gendarmerie. Le mec, en plus, apparemment, de toute façon, quand on a appelé les flics, il était pas maîtrisable, il était sous stupéfiant, sous alcool. D'accord. Donc, et les flics étaient à trois dessus pour essayer de le maîtriser. Donc, ah oui. Ouais, donc, et c'est un gars apparemment qui est hyper connu dans le coin. Attends, on va couper 10 secondes. Ouais. Parce que... Merde. Et selon toi, quel est l'avenir de l'éducation canine? Oh bah non, mais on en a déjà parlé. Oui, donc, oh non, mais là, en même temps, il est 2h du mat, hein. Ouais, justement, tu disais que maintenant, la plupart des éducateurs canins sur Internet, pour toi, c'est plus des influenceurs que, c'est ça, ouais. que de vrais éducateurs canins, quoi. Ils t'endorment avec des belles paroles. Des belles vidéos. Des belles vidéos. La bienveillance. Et puis, c'est même pas ça. Encore ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Mais c'est la dénigration sur la concurrence. Ah, il y en a beaucoup, ouais. Et ça, c'est pratiquement tout le temps. Tout le temps.
Et c'est hallucinant. C'est hallucinant. D'ailleurs- Et c'est tout le temps les mêmes. Hein. Ouais. C'est pas les anciens qui vont dénigrer. Eh oui, c'est ceux Ça, qui c'est, sont en place depuis Ça, peu. c'est des petits jeunes qui ont 20, 25 ans, qui ont fait une formation de 3 mois, ou à distance, du distanciel sur Internet, et puis qui se prétendent être psychologues, et puis non seulement ils se prétendent psychologues, mais en plus ils se permettent de dénigrer la concurrence. Et ça, je l'accepte pas. Je l'accepte pas. Et comme tu disais, ceux-là, ils font plus de vidéos qui sont en train de dresser d'éduquer des chiens, donc. Et c'est même pas, c'est des vidéos, c'est même pas des vidéos de leur travail. Non, c'est juste les mettre en avant. Mais non, c'est les mettre en avant. C'est juste du blabla, quoi. Ah, c'est ça, du ouais. blabla. La plupart, moi, leur travail, je le vois pas. Ils mettent des belles photos de temps en temps, quoi. Mais voilà, ils mettent un chien assis pas bouger, et puis voilà, ils prennent une photo, et puis. C'est ça. Ouais, on voit pas leur travail, donc. Moi, tu vas sur mon Facebook, je fais des vidéos en direct. Hein. Ouais. Là, j'en ai fait 2-3 en direct. Voilà, et les gens, s'ils sont pas contents de la façon dont je travaille, bah, ils viennent pas. Hein, puis voilà. Mais après, voilà, c'est toute méthode est utile. Moi, j'ai rien. Ils ont leur façon de faire les choses. Ok. Si ça marche, tant mieux pour le chien. Mais ce que je supporte pas, c'est qu'on vienne délivrer en permanence, quoi, sur les réseaux. C'est que ça. C'est que ça, que ça, que ça, que ça. Et puis après, il y a les associations qui voudraient que les élevages de chiens disparaissent. Je leur dis, c'est pareil. Souvent, j'entends ça aussi. Hein. Je dis, si on éradique les éleveurs, c'est bien, il y aura plus de refuge. Hein. Il y aura plus de chiens non plus. C'est ça. Il y aura plus de chiens, mec. C'est pas l'intelligence qui vous étouffe. Hein. Franchement. Oh, après, réguler, je suis d'accord qu'il faut réguler. Ouais. Il faut réguler, il faut essayer de professionnaliser un peu plus la profession. Que ce soit en éducation, que ce soit en élevage. Et mettre un peu plus de contraintes sur les adoptions et sur les ventes de chiens. Voilà, ça il faut réguler. Il y a trop d'usines, il y a trop de portée dans certains élevages, il y a trop de c'est plus de l'élevage, c'est de la vente. C'est de la vente. Et bon, après les gens qui font que ça, je peux comprendre, hein, parce que bon, ça coûte cher d'entretenir un élevage. Hein, mais je trouve qu'il y en a, c'est beaucoup trop. Est-ce que pour toi, il y a encore beaucoup d'éleveurs qui ont que ça comme activité? Je pense que entre l'inflation et tout ça, je pense que le nombre d'éleveurs qui vivent vraiment que de ça, ça doit être de plus en plus rare. Les très gros élevages. Ouais, quand même. Ouais, si. Et là, ils ont 3-4 races. Hein. Ah, mais pareil, il faut les vendre, c'est pas le tout d'avoir 3-4 races. Non, bon, je préfère rester dans mon petit truc tranquille, une portée de temps en temps, 2 portées, puis voilà, de toute façon, il n'y a pas de secret pour bien vivre en tant qu'éleveur. Faut pas faire les races que tu aimes, mais les races qui marchent. Ouais. Donc, après, quand c'est les races que tu aimes toi, c'est plus, bon, ça met du beurre dans les épinards, on va pas se le cacher. J'irai pas changer de race, j'irai pas oui, voilà. Race non plus. Ouais. Je pourrais prendre une race de petit chien pour oui, les petits chiens, ça se vend toujours. Hein. Mais bon, ouais, non. Je reste dans ma passion, et puis quand je serai en retraite, ça me fera un complet. Tu resteras toujours sur du malinois? Je resterai toujours sur du malinois. D'accord. Ouais. Ah, tiens, une petite question. Si tu mettais ton top 5 des races que tu préfères. Bon, le malinois. Malinois. Pas de suspense. Ah, tu restes... Ouais, le berger allemand. Ouais. Le hollandais. Ah, d'accord, ouais. Putain, le top 5. Les bergers, moi. Ouais. Et après, le Coenda. D'accord, oui, vraiment. T'es à fond sur le belge, quoi. Voilà. Ouais, moi, j'aime bien les bergers. Un peu moins le laquenois. J'aime pas cette physiquement, ouais, j'ai du mal à accrocher avec lui. Ouais. J'aime pas trop le laquenois. Et pour ceux qui pensent que le malinois, pour le berger hollandais, c'est juste un malinois bringé, qu'est-ce que tu réponds à ça? Ils sont pas tout à fait tort. Ouais. Pour toi, ça s'arrête juste à ça, non? Il y a quand même des traits différents au niveau du caractère ou pas? Ah oui, au niveau du caractère, oui, parce que c'est pas un chien qui a été utilisé au départ en ring, tout ça. Donc, au niveau génétique, il est pas au même niveau que le malinois. Il commence à en avoir beaucoup en ring, mais
il y a très peu de temps. Donc le temps que la génétique travaille, ça va mettre du temps avant le Hollandais soit au niveau du Malinois. Hein. Mais à l'origine, historiquement, le Hollandais c'est un Malinois. Hein. Ah ouais? Ah oui, c'est les drageurs qui ont été refusés dans le standard du Malinois, qui a été repris par la Hollande. D'accord. Ah oui. Ah ouais. Ok. Je savais pas. Bon bah si tu veux ajouter quelque chose ou on va te faire ta pub après, y a pas de souci. Donc bah déjà merci beaucoup Hervé pour toutes ces précieuses infos. Je pense que ça va aider pas mal de monde ce que tu as pu dire. Et si jamais dans les commentaires il y en a qui ont des questions, bah au pire ils écrivent directement et puis bah vu qu'on travaille ensemble, je te transmettrai. Donc d'ailleurs où c'est qu'on peut te contacter pour un accompagnement de show ou même acheter un show chez toi directement? Bah je suis de Pipriac, donc après j'ai mon site, j'ai mon Facebook pour être Sinopro toujours, Google, ma page Google. J'ai pas de site internet, j'en avais un mais j'en ai plus. J'ai pas trouvé ça intéressant à avoir. Ça t'a pas rapporté assez de... Non, ça marche beaucoup mieux avec Facebook et Google. Parce que les gens, de toute façon, quand ils cherchent un éducateur, ils vont sur les pages jaunes ou sur Google. Ben voilà, ouais. Donc, une vitrine internet, non, ça m'intéresse. J'en ai eu une à un moment, ça me coûtait trop cher pour ce que ça me rapporte. Chaque fois que je demandais aux gens, c'était Google. Donc, c'était pareil pour moi quand j'étais éleveur amateur de Bully. J'avais fait un site internet, j'avais pris nom de domaine, enfin j'avais fait un truc carré. Ça m'a jamais rapporté une moindre client, donc j'ai pas perduré là-dedans, quoi. Donc un grand merci de ta participation à FC Podcast. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, et si vous avez aimé cet échange, laissez des commentaires et likez, quoi. Et à bientôt pour un nouvel épisode de FC Podcast. Et abonnez-vous à mon autre chaîne, FC Podcast True Crime. Bon, là, c'est différent, ça parle de meurtre et de tueurs en série, mais bon, si vous aimez, voilà. Donc, un grand merci à Hervé, et de toute façon, je mettrai des photos après de sa carte et des flyers. Donc, comme ça, vous pourrez le suivre. Il y a ton compte Facebook sur ton flyer? Ouais. Ouais, au pire, tu me donneras ça et je mettrai ça en petite bannière en dessous. Okay. Donc, merci à tous, prenez soin de vous et encore merci Hervé.